Bonsoir, je voulais tout d'abord remercier Isabelle de m'avoir permis de venir ici. Je représente François Gémen qui s'excuse de ne pas être là ce soir, qui est en congrès à Atlanta aux États-Unis. Et donc je vais aborder le sujet des migrations environnementales comme il devait le faire, mais en travaillant sur une approche plutôt jeune. Alors, dans un premier temps, je représente le think tank Climate. Je pense que c'est important de le préciser. Donc, c'est un think tank qui a été créé en 2011 après les échecs des simulations de négociation de l'environnement à Copenhague. On est aujourd'hui 400 jeunes et jeunes actifs dans à peu près 45 pays et on travaille à la création d'adaptations locales face aux effets du changement climatique. Donc le but est de promouvoir aussi un lobbying jeune qui puisse investir les conférences sur l'environnement. Donc on était présents à la COP 21 et à la COP 22. Dans le cadre de ce think tank, nous avons lancé le projet Youth on the Move. Le but étant de travailler sur des solutions, des initiatives et d'adaptation locales pour les populations qui sont directement affectées par les effets du changement climatique. On part d'un constat scientifique qui est que peu de littérature scientifique a été produite autour des jeunes qui se déplacent pour des raisons environnementales. On a assez peu d'informations sur les raisons pour lesquelles ils se déplacent. Est-ce que c'est un facteur économique? Est-ce que c'est un facteur politique, environnemental? Est-ce que c'est les trois à la fois? Et donc on a décidé d'en savoir un petit peu plus. On est aujourd'hui 28 jeunes de 19 à 27 ans. On est présent dans 10 pays et on travaille sur une forme collaborative. Donc la méthodologie est la suivante. Nous prenons contact avec des ONG terrain, avec des instituts de recherche, avec des étudiants en thèse et nous essayons de travailler sur une approche locale. Donc le but étant de voir comment des territoires laboratoires comme le Bangladesh ou le Vietnam par exemple peuvent proposer des initiatives locales qui vont ensuite être prises à des niveaux nationaux et régionaux, ce qui peut aussi influencer parfois des politiques publiques de la part de programmes nationaux de l'environnement ou du développement. Donc on est dans une démarche collaborative qui induit également le fait de faire des interviews par Skype, par WhatsApp. Donc on est dans une démarche qui utilise beaucoup les réseaux aussi, les réseaux sociaux. Et on travaille à la création de documentaires et d'articles scientifiques en commun. Donc ça, c'est une approche qui nous est très très chère. À la COP 22 cette année, on était présent pour présenter le contenu de nos recherches au Vietnam que nous avons fait au mois d'août 2016. Donc on a conduit un travail terrain où on interrogeait plusieurs jeunes Vietnamiens engagés sur ces questions. Et le but est de mettre aussi l'éclairage sur les actions locales. Ce qui est important de savoir, c'est que les migrations environnementales, c'est un sujet extrêmement politique. Je vais aborder dans quelques instants le cas du Vietnam. On est sur un sujet très politique qui engage aussi parfois la responsabilité de gouvernement et donc les tribunes médiatiques sont parfois difficiles à obtenir. Le but d'une démarche collaborative, c'est de justement mettre l'éclairage sur ces initiatives qui sont parfois difficiles à être mises au grand jour. Donc, c'est ce que je disais, on a un manque de data scientifique aujourd'hui sur le rapport des jeunes à l'environnement. On a des chiffres qui paraissent extrêmement alarmants sur le nombre de jeunes qui sont concernés par ces déplacements environnementaux, sachant que selon la provenance, enfin selon l'origine des pays de ces personnes, l'âge peut être plus ou moins élevé. Donc on a parfois de très très jeunes mineurs ou jeunes personnes qui se déplacent soit dans le même pays, soit en traversant une frontière. Et selon que ces personnes soient dans des pays plus ou moins développés, dans le sud ou dans le nord, l'âge va être avancé. Ça vient une corrélation également avec le niveau de diplôme et le niveau d'éducation et le niveau social de ces personnes-là. Donc les deux facteurs que nous avons identifiés dans les raisons pour lesquelles les jeunes se déplacent, il y a évidemment l'environnement. Est-ce qu'on est dans un environnement décent, habitable? Est-ce qu'on peut trouver facilement de quoi se nourrir? Est-ce qu'on peut avoir accès aux soins facilement? La deuxième raison, c'est l'emploi. Donc là aussi, ça rejoint la difficulté dans le fait d'identifier les migrations environnementales, puisqu'il est difficile d'identifier un facteur environnemental précis. Et donc, dans notre cas pratique que nous avons fait au Vietnam, la première chose que nous avons notée chez nos jeunes intervenants, c'était on quitte nos zones rurales, on quitte nos villages parce qu'il n'y a plus d'emploi, et donc on va dans les villes. Et après avoir travaillé, après avoir essayé de décortiquer les autres facteurs qui jouent, on s'aperçoit qu'on tombe vite sur un facteur environnemental, la montée des eaux, l'érosion au niveau des côtes, la pollution des fleuves, ce qui vient évidemment amoindrir et causer énormément de problèmes pour la pêche et l'agriculture. Mais tout ça est mis un peu sous couvert d'une migration économique.
Ce qui est également intéressant de voir, c'est que les jeunes ont une position de force dans les communautés. Les jeunes hommes, par exemple, au Vietnam, vont être ceux qui vont être les breadwinners, c'est-à-dire ceux qui vont ramener de l'argent à la maison. Donc ça crée ici une valeur supplémentaire. Un jeune qui part dans une ville, c'est potentiellement plus d'argent, mais c'est aussi plus de tracas. Est-ce que la personne va trouver facilement du travail? Est-ce qu'elle va être capable de transférer l'argent dans la communauté rurale, dans la famille? Est-ce qu'elle va pouvoir un jour revenir se marier? Et on a identifié aussi des problèmes sociologiques importants concernant le genre. Selon que les personnes qui se déplacent sont des hommes ou des femmes, les effets sur la famille et la communauté ne sont pas non plus les mêmes. Une jeune femme qui se déplace en ville, c'est beaucoup plus difficile, ça occasionne plus de problèmes de sécurité et les parents ne laissent pas forcément leur jeune fille se déplacer en ville. Donc là, on est aussi sur un facteur gender qui est très important à prendre en compte. Donc le parcours migratoire. Il est important, et c'est ce que M. Hervé Lebras a précisé, de rompre avec ce fantasme d'une nouvelle vague migratoire qui viendrait envahir l'Europe. Les migrations environnementales se font surtout au niveau local. Elles se font majoritairement au niveau régional, voire national. Dans le cas du Vietnam, c'est intéressant de voir que les migrations se font de zones rurales et de zones côtières vers les villes, et surtout les villes du sud, donc Can Tho en principal, et puis Ho Chi Minh, si les gens ont les moyens de pousser plus loin. Donc, au niveau international, les migrations sont difficiles, aussi pour des questions de visa, pour des questions de problèmes politiques. On peut illustrer le cas des migrations du Bangladesh vers l'Inde, par exemple. Les contrôles aux frontières sont extrêmement importants. On a noté la construction d'un mur très récemment entre le Bangladesh et l'Inde dans la région du Bengale, où il est quasiment impossible de passer. Donc là aussi, ces migrations occasionnent pas mal de problèmes de sécurité. Donc l'intégration des jeunes migrants, ça rejoint évidemment ce qu'on disait sur la prise de risque du fait de quitter sa zone rurale et du fait de quitter son environnement familial pour partir dans les villes. On a observé parmi les différentes personnes qu'on a interviewées au Vietnam, surtout chez les jeunes personnes qu'on a interviewées, la peur et la crainte de ne pas trouver un environnement stable dans les villes, le fait de ne pas avoir de contact déjà lorsqu'on arrive, lorsqu'on se déplace, donc d'être dépendant plus ou moins des personnes qu'on va rencontrer sur sa route. Ensuite, est-ce qu'on va pouvoir trouver un habitat normal, décent? Est-ce qu'on va pouvoir trouver un emploi? Est-ce qu'on va avoir accès aux soins, à l'éducation? C'est tout autant de questions qui se posent et qui ajoutent à la situation de précarité de ces jeunes qui viennent s'entasser dans les villes. Et pour le Vietnam, c'est ce que M. Gilbeuf disait tout à l'heure aussi, les villes vont héberger bientôt les trois quarts des habitants de la planète. Donc se pose la question de l'accès à un emploi et l'accès à un logement. Et les conditions de vie peuvent être très difficiles pour ces jeunes déplacés environnementaux qui n'ont pas d'éducation ou qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas de famille stable sur place. Donc on assiste à une augmentation d'une pauvreté urbaine extrêmement affolante. Et dans les zones urbaines comme Can Tho et Ho Chi Minh City, on assiste à de jeunes personnes qui devaient être paysans en fait, dans leur zone rurale, donc qui devaient être pêcheurs ou qui devaient être agriculteurs dans les rizières, qui ne peuvent plus le devenir et qui viennent s'entasser dans les villes, dans les bidonvilles de Can Tho ou d'Ho Chi Minh pour travailler dans des entreprises de textiles ou dans des grosses industries lourdes qui sont elles-mêmes détenues par des gros groupes essentiellement taïwanais et chinois. Donc, face à ces constats qui peuvent être un peu alarmants et déprimants, on a décidé avec Youth on the Move de se focaliser sur les initiatives jeunes qui peuvent être développées face à ça. Alors évidemment, ces initiatives sont difficiles à mettre en place, elles sont faites au niveau local, donc elles demandent parfois le soutien d'ONG extérieures, le soutien de centres de recherche ou de programmes des Nations Unies. Mais on observe un florilège d'initiatives qui se mettent en place. Donc pour le Vietnam, dans les gens qu'on a pu interviewer sur place, on avait la notion de l'éducation et l'accès à la formation. Ce qui est très intéressant de voir dans ces pays d'Asie du Sud-Est qui sont très concernés par les effets du changement climatique, c'est que le changement climatique est vu comme un grand démon, mais le lien n'est pas nécessairement fait entre le changement climatique et la pratique humaine. C'est-à-dire moi j'ai rencontré pas mal d'étudiants ingénieurs en biologie, en engineering studies, qui nous disaient oui, il faut travailler contre les effets du changement climatique, il faut agir. Mais jamais le lien a été fait entre ça et la pratique humaine, le financement de certaines opérations économiques ou tout simplement l'autorisation de certaines politiques publiques. Donc là aussi, il y a un travail de lien, de recherche, d'information à faire.
C'est très lié aussi à certaines pratiques de gouvernement. Au Vietnam, le gouvernement finance beaucoup de bourses de recherche dans les sciences dures, mais absolument pas dans les sciences sociales. Donc on ne finance pas le droit de l'environnement, on ne finance pas non plus la science politique de l'environnement. Et ça a un lien direct avec ce qui est vu sur le terrain. Donc, aider les chercheurs à collecter plus de données, leur permettre aussi de pouvoir conduire des recherches sur certaines zones, ce qui n'est pas facile. À Hanoï, typiquement, près du fleuve qui est miné par les boues rouges, qui sont elles-mêmes la conséquence d'activités industrielles extrêmement polluantes. C'est difficile de pouvoir interroger les pêcheurs, c'est difficile de pouvoir interroger les agriculteurs aussi. L'autre aspect, ça va être aussi de faire un travail très concret, très terrain. Alors là, je voudrais parler plus des initiatives qui sont menées au Bangladesh par des ONG. Le Bangladesh est un véritable territoire, de laboratoire pour les initiatives locales. Et on trouve beaucoup d'initiatives de reconstruction, de refuges après des montées des eaux très importantes ou après des tempêtes. On trouve aussi le phénomène du bateau-hôpital qui a été créé par l'ONG Friendship, qui vise à mettre sur un bateau qui navigue entre différentes îles des Sundarbans beaucoup d'infirmières et de docteurs qui agissent pro bono pour soigner gratuitement les populations qui sont submergées en fait, par les eaux. Donc là aussi, il faut avoir confiance, je pense, et c'est le parti pris de notre projet jeune, en ces initiatives citoyennes et en ces initiatives locales, là où les gouvernements sont parfois défaillants. Et donc en conclusion, voilà, nous avons pris le parti de rédiger plusieurs articles scientifiques avec des chercheurs qui s'engagent sur cette question dans notre projet. Et nous sommes actuellement en train de préparer un documentaire au Bangladesh. Donc nous allons nous rendre à 4 personnes au mois de juin 2017 pour interroger les différents jeunes qui s'engagent sur ces questions et qui essaient de proposer à leur petit niveau, mais à leur niveau quand même, des solutions d'adaptation et des initiatives locales. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marine.